Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, madame la procureure générale près la Cour des comptes, madame la procureure de la République de Paris, madame la directrice des affaires criminelles et des grâces, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir, monsieur le garde des Sceaux, et de vous accueillir tous pour ce colloque organisé par l'Agence française anticorruption en lien avec l'École nationale de la magistrature. Nous renouons avec une tradition un petit peu plus ancienne qui était d'organiser régulièrement des colloques à la FA pour le 9 décembre. Alors on est une semaine en avance, mais le 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption. C'est aussi l'anniversaire de la loi Sapin 2 qui aura 8 ans cette année. Et nous avons voulu consacrer cette journée à une thématique qui est un petit peu nouvelle pour la FA, mais qui nous paraît d'une très très grande importance, puisque nous voyons ce sujet inquiétant monter du lien entre la criminalité organisée et la corruption. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu y consacrer une journée entière de travaux, et votre présence nombreuse montre à quel point ce sujet est effectivement un sujet important et un sujet d'inquiétude. Donc je vous remercie infiniment de votre présence et nous vous écoutons, monsieur le ministre. Madame la directrice de l'Agence française anticorruption, monsieur le sénateur, madame la procureure de la République, madame la procureure générale près la Cour des comptes, pardon. Madame la directrice des affaires criminelles et des grâces, monsieur le président de Transparency France, cher Patrick Lefebvre, mesdames et messieurs, pris en vos grades et qualités. Je suis particulièrement heureux d'intervenir ce matin en ouverture du colloque organisé conjointement par l'Agence française anticorruption et l'École nationale de la magistrature sur le thème corruption et criminalité organisée. Je remercie Isabelle Gégouzeau, directrice de l'AFA, et Nathalie Roré, directrice de l'ENM, pour l'organisation de cet événement et leur invitation. Ma présence ici aujourd'hui se justifie à un triple titre. D'abord parce que l'AFA est placée, vous le savez, sous la tutelle conjointe du ministre de la Justice et du ministre chargé du budget et des comptes publics. Et vous aurez le privilège d'entendre mon collègue Laurent Saint-Martin en conclusion des échanges de cette journée. Ensuite, parce que mes précédentes fonctions de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de premier président de la Cour des comptes m'ont sensibilisé, peut-être plus que beaucoup d'autres, à la question de la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité. Sujet majeur de société, à l'édifice duquel j'entends bien, en tant que garde des Sceaux, désormais, apporter ma pierre. Enfin, parce que j'ai fait, dès ma prise de fonction, de la lutte contre le crime organisé, notamment celui lié au narcotrafic, une priorité. Cette priorité partagée avec le ministre de l'Intérieur, l'est désormais avec l'ensemble du gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, qui entend en faire une cause nationale. Et le 8 novembre dernier, à Marseille, j'ai annoncé le plan de bataille du ministère de la Justice, assorti de mesures de court terme pour que l'on change d'échelle dans la lutte contre la criminalité organisée. Je salue les travaux réalisés par la commission d'enquête qui était présidée par le sénateur Jérôme Durain et dont le rapporteur était Étienne Blanc, qui a montré la gravité, effectivement, de la situation aujourd'hui. Je relisais quelques extraits, d'ailleurs, de votre rapport hier, et ça montre effectivement l'urgence de prise de décision et d'une réponse ferme de l'État. J'y reviendrai dans un instant. Les chiffres sont édifiants. Les quantités de cocaïne déjà saisies en 2024 sont sans précédent.
D'après les chiffres de l'Office anti-stupéfiants, au 31 août, cela représentait un petit peu plus de 42 tonnes de cocaïne. Le précédent record établi en 2022 était de 27,7 tonnes. Le chiffre d'affaires estimé du narcotrafic en France est de 3,5 milliards par an. C'est considérable, même si vraisemblablement ce chiffre est sous-évalué. On parle parfois de 6 à 7 milliards d'euros. La criminalité organisée concerne tout le territoire, des grandes villes, mais aussi des villes moyennes et des départements plus ruraux. Elle utilise des méthodes ultra-violentes, inspirées des cartels sud-américains, entraîne beaucoup de souffrances et fait de nombreuses victimes, dont je suis aussi le ministre. Et je veux redire le travail considérable qui a été accompli par la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, les mesures à prendre pour y remédier, la pertinence des propositions qui sont formulées dans le cadre de la proposition de loi qui, vous le savez, sera examinée fin janvier au Sénat. Et ce rapport fait un constat implacable et, je crois, a beaucoup contribué à la prise de conscience et à l'ouverture de nos yeux face à ce fléau. Ayons le courage de le reconnaître, l'importance des sommes en jeu génère des risques accrus de corruption sur les différents acteurs des chaînes logistiques, transporteurs, logisticiens, structures portuaires, mais aussi sur les acteurs publics et en particulier l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, police, gendarmerie, douane, services judiciaires, greffiers comme magistrats et pénitentiaires. Les faits sont malheureusement éloquents. Des affaires liées au narcotrafic mettent ainsi en lumière des faits de corruption en zone portuaire, notamment dans le port du Havre, trafic de cartes d'accès au port, le coût d'un badge pouvant aller jusqu'à 100 000 euros, et meurtre de dockers. Notamment en 2020, nous avons des précédents. Je salue à cet égard le travail déjà accompli par notre juridiction nationale, la Junalco, et le parquet de Paris, dans ses compétences de parquet national de la lutte contre la criminalité organisée. Je salue aussi le travail de nos juridictions interrégionales et GIRS dans la lutte contre ce fléau. Nous venons de fêter leurs 20 ans. Leur action doit être soutenue et même confortée. Mais il nous faut aller plus loin, monter en puissance et s'attaquer spécifiquement à la lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension corruptive, avec une réponse, là aussi, la plus ferme possible. En effet, la corruption est encore trop rarement retenue dans les incriminations et dans les poursuites en matière de stupéfiants pour des raisons d'efficacité de la réponse pénale et de difficulté de la preuve. De même, des affaires récentes mettent en lumière les tentatives de corruption auxquelles les services régaliens sont exposés et parfois succombent à la pression des organisations criminelles. Des risques de compromission des services d'enquête, comme en Espagne, dans le cadre d'une affaire révélant le rôle d'un haut fonctionnaire soupçonné de travailler en étroite collaboration avec des trafiquants, mais aussi des affaires en France, comme celle portant sur la vente de fichiers de police. Ces risques sont d'autant plus importants que la corruption facilite directement l'activité criminelle. En lui donnant les moyens de se développer, c'est l'exemple des prêts de badges dans les ports qui permettent d'accéder aux données des systèmes d'information portuaire ou de la fourniture de cash dans des bâtiments de l'administration permettant de stocker de la drogue ou des armes via la corruption aussi de services municipaux. En empêchant la détection, c'est la corruption d'agents chargés de la surveillance pour ne pas détecter des mouvements suspects, corruption d'agents des douanes pour éviter les contrôles, et les exemples, malheureusement, abondent. En empêchant ou perturbant l'action des services répressifs, accéder aux fichiers de police ou de justice pour connaître l'état des enquêtes, voire falsifier des informations, ou poursuivre ces activités en milieu carcéral par la corruption d'agents pénitentiaires. Telles sont les situations concrètes auxquelles nous pouvons être confrontés. Les moyens financiers faramineux dont les réseaux criminels bénéficient sont autant de moyens de pression sur les administrations, sans compter les situations où la proposition de corruption se conjugue avec des menaces physiques sur les personnels. Là aussi, nous avons malheureusement des exemples.
Cela ne signifie évidemment pas que tous les agents de la police ou de la douane, que tous les greffiers, magistrats ou agents de l'administration pénitentiaire, ni même qu'un grand nombre d'entre eux seraient corrompus. Au contraire, nous pouvons avoir confiance, je crois, dans l'immense majorité de nos équipes, composées d'agents dévoués et parfaitement intègres. Mais, comme on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est la raison pour laquelle le gouvernement entend adopter en janvier prochain la stratégie nationale pour la probité contre la corruption. Ce texte a fait l'objet de travaux interministériels intenses. Il fixera, je l'espère, comme première priorité la lutte contre la corruption en lien avec la criminalité organisée. Il visera l'ensemble des services de l'État, les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs économiques. Il intégrera aussi la dimension internationale de ce phénomène dont l'impact financier est évalué à 2% du PIB mondial, soit près de 2000 milliards de dollars. La France dispose déjà, en matière de lutte contre les atteintes à la probité, d'un cadre juridique robuste, avec la HATVP qui a fêté ses 10 ans l'an dernier, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, le Parquet national financier, dont nous avons célébré il y a peu le 10e anniversaire, le parquet national existant, et l'AFA. L'État a su se doter d'un appareil efficace et sur lequel il faut s'appuyer pour porter plus haut et plus loin que jamais nos efforts en ce domaine. C'est d'autant plus nécessaire que les atteintes à la probité peuvent miner, on le sait, la confiance déjà réduite des citoyens dans l'action publique, compromettre le fonctionnement fluide et transparent de l'économie et à terme altérer tout simplement le bon fonctionnement de la démocratie. Lutter efficacement contre la corruption suppose d'agir à 3 niveaux. La prévention d'abord, la détection ensuite, l'enquête et la répression enfin. En premier lieu, la prévention. La corruption est par définition un phénomène caché. Elle est souvent comparée à un iceberg dont la partie émergée ne correspond à la réalité qu'à une faible proportion. Et pour faire fondre la glace, il faut réchauffer l'eau. C'est l'objectif imagé de l'action préventive menée en particulier par l'AFA. Les travaux de ce colloque permettront de mieux cerner les différents aspects de la menace et de renforcer la prévention. Je vois pour ma part 2 axes d'action importants concernant les secteurs économiques les plus impactés, d'une part, et le domaine régalien, d'autre part. Parmi les secteurs économiques visés, les plateformes portuaires sont souvent citées. C'est la raison pour laquelle l'AFA avait été chargée par mon prédécesseur et le ministre de l'économie en février dernier d'une mission d'analyse sur les plateformes portuaires. Les travaux sont toujours en cours après un premier rapport d'étape. Nous les entendons avec impatience pour éclairer notre action. Nos voisins du nord de l'Europe ont pris conscience de ce danger et renforcent les dispositifs préventifs en matière d'habilitation, de formation, de détection et de sécurisation des systèmes informatiques notamment, et nous devons bien sûr nous en inspirer. En second lieu, la détection. La loi Sapin II impose aux entreprises comme aux acteurs publics de mettre en place des dispositifs d'alerte interne. Ceux-ci existent, mais ne sont pas toujours bien identifiés ni connus des personnes, et il est nécessaire de les revivifier. En dernier lieu, l'enquête et la répression. Enquêter en matière de corruption, nous le savons, est délicat, car le pacte corruptif est souvent difficile à prouver. Il est donc important de réfléchir aux moyens permettant de mieux faire ressortir les pratiques corruptives. Une réflexion est menée pour étendre les moyens d'enquête dérogatoires aux faits de corruption en bande organisée. Et nous exprimons le souhait que justement la proposition de loi en débat nous permette aussi d'obtenir un certain nombre de dérogations dans ces situations. Ce colloque vous donne, mesdames et messieurs, l'occasion de croiser vos regards sur ce sujet cardinal de lutte contre la corruption dans un contexte de montée de la menace que représente la criminalité organisée, dont la société française prend peu à peu conscience. Je note avec satisfaction que votre première table ronde porte sur l'impact de la corruption et du crime organisé sur le fonctionnement de l'état de droit. C'est un choix judicieux. Vous savez combien sa défense compte pour moi.
J'espère que nous arriverons à progresser dans les semaines qui viennent. Je dois refaire le point avec le ministre Laurent Saint-Martin pour que nous puissions ensemble présenter le plan national de lutte contre la corruption qui a pris un peu de retard, il faut le reconnaître, il faut nous efforcer de rattraper ce retard et surtout de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires. Et je suis persuadé que vos travaux vont pouvoir encore contribuer à enrichir ce plan. En tout cas, je souhaite à tous et à toutes de riches échanges durant ce colloque dont j'attendrai avec impatience les actes. Ils inspireront, j'en suis sûr, de nouveaux constats et de nouvelles pistes pour mieux nous prémunir contre le risque de corruption lié à la criminalité organisée. Donc je vous souhaite bons travaux et je vous en remercie par avance. La première table ronde et je suis heureuse de vous présenter les trois participants à cette table ronde. Monsieur Jérôme Durin, qui est sénateur et qui a présidé la commission d'enquête sur le narcotrafic au Sénat, qui a rendu un rapport très, très puissant, je dirais, sur ce sujet. Laure Becquot, qui est procureur de Paris et qui, à ce titre, a sous sa responsabilité la JUNALCO, qui est la juridiction nationale sur la criminalité organisée, qui a traité de ces questions et parfois de sujets de corruption. Et M. Patrick Lefasse, qui est le président de Transparency International France. Nous souhaitions avoir pour cette première table ronde des représentants de la société civile aussi, et Transparency est véritablement un observateur privilégié de ce sujet-là. Et Transparency alerte depuis déjà quelques temps sur le sujet de corruption en lien avec la criminalité organisée. Donc nous serons aussi très heureux de vous écouter. Je vais peut-être commencer cette table ronde en vous donnant la parole, monsieur le sénateur. Vous avez présidé pendant plusieurs mois une commission d'enquête sur le narcotrafic. Et votre constat sur le sujet de la corruption est véritablement sévère. Je crois que je vais vous citer parce que la lecture de cet écrit, la première fois que j'ai lu, je me dis waouh, c'est véritablement très, très fort comme affirmation. La commission d'enquête estime que l'un des phénomènes les plus préoccupants qui lui a été donné de constater au cours de ses travaux est la montée en puissance de la corruption, véritable venin dont le gouvernement ne semble pas avoir encore pris la mesure. Cette évolution, face à laquelle certains préfèrent fermer les yeux, est à la fois sous-estimée, le décompte des faits de corruption étant incomplet et mal documenté, le risque corruptif n'étant encore pas pris en compte par les administrations dites généralistes, pourtant largement exposées. En dépit d'une prise de conscience récente des services répressifs, police, gendarmerie et douane, la France a accumulé un préoccupant retard dans la prise en charge du risque de compromission de ses agents publics et privés, laissant le champ encore trop libre aux trafiquants et à leurs affidés. Alors nous espérons que ce colloque fera partie de la prise de conscience globale à ce sujet, mais je voudrais vous demander quels sont les éléments dans vos travaux qui vous ont conduit à un tel constat. Merci Madame la Directrice, merci de cette invitation et très heureux de participer à vos travaux. Dans notre commission d'enquête, il y avait le spectaculaire et elle est née des narcomicides marseillais. Spectaculaire, c'est les actes de barbarie, les chiffres de saisie, l'argent, la criminalité, et puis tout ce qui n'est pas spectaculaire, ce qui est insidieux, et qui corrode notre société. Vous dites dans le programme du matin risque de déstabilisation. La corruption est évidemment un des phénomènes centraux de cette corrosion du pacte démocratique et de la confiance dans les institutions. Il y en a d'autres. Les codes criminels qui évoluent chez les plus jeunes, et cette espèce de rajeunissement et d'ultra-violence chez les plus jeunes. Et puis, je pense aussi à la situation des prisons,
où d'ailleurs on mariera sans doute les deux sujets, corruption et prison. Ce qui est frappant, c'est que quand on a écrit ces lignes, vous dites qu'elles sont puissantes et un peu choquantes, peut-être qu'il y a quelques mois encore, c'était presque un petit peu too much. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne dit c'est pas vrai. Moi, je fais une revue de presse assez régulière de ce qui se passe dans le pays. Sur ces sujets-là, parce que ça m'intéresse, les cas sont nombreux. On nous dira, mais alors, est-ce qu'on est un narco-État, la mexicanisation? Bon, on n'en est pas là. Tout à l'heure, le ministre parlait de la glace, qu'il faut faire fondre la glace. Alors moi, je suis alpiniste. Je sais quand on glisse sur un évé, il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Parce qu'après, on prend de la vitesse et on a du mal à interrompre la chute. Donc là, il faut planter le piolet et puis stopper la chute parce qu'on sent qu'il y a une pente. Alors, je ne sais pas où on en est de la pente, mais il y a une pente glissante et vertigineuse. Je veux dire un mot aussi de la corruption. On parle tout de suite de l'argent. Évidemment, la corruption, c'est de l'argent. Mais on ne met pas le doigt sur le phénomène si on ne parle pas de pression, d'intimidation, de représailles. La corruption, excusez-moi de rester en montagne, c'est une arête. D'un côté, il y a l'appât du gain, et de l'autre côté, il y a la menace. Et si on ne prend pas en même temps les deux dimensions, alors on passe à côté de quelque chose. Les constats qu'on a formulés montrent que ça existe. Dans peut-être un déni, mais très résiduel de quelques-uns, une prise de conscience plus marquée de beaucoup d'autres. On a eu quelques auditions par charité, je ne dirais pas lesquelles, avec des gens qui se sentaient très peu concernés et qui étaient d'ailleurs assez loin du terrain. Et plus on se rapproche du terrain, plus ils sont concernés. Donc ça, je pense que c'est plutôt rassurant, mais on n'est pas encore suffisamment préparé, on y reviendra tout à l'heure. Il faut qu'on soit plus efficace et plus systémique. J'aime à citer les propos d'un gendarme que j'ai croisé lors de mon travail sénatorial, qui disait par exemple avoir construit dans son approche de ce sujet un dispositif humain hybride et aéré. Il était dans un territoire particulier, hybride, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui ne soient pas issus que de ce territoire, et aéré pour qu'il y ait une forme de mobilité. Voilà, c'est une forme de réponse qui me paraît assez intelligente et pragmatique. Donc je pense que on progresse dans la prise de conscience. On voit que ce phénomène, on ne le touche pas souvent directement dans les enquêtes liées à la criminalité organisée. Ça vient de manière incidente. Parce que pour les administrations, c'est des toutes petites choses. Consultation de fichiers, au fond, c'est pas très grave. C'est pour ça qu'on me pose la question de la corruption des élus aussi. Est-ce qu'elle est même nécessaire? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui appuient sur des boutons, qui ouvrent des portes, qui permettent d'utiliser un badge. C'est quelque chose de très concret. Donc on parle de corruption de basse intensité, le terme est d'ailleurs très maladroit, il est même déplaisant parce que on a presque ça minore le phénomène. C'est une corruption extrêmement forte qui est sans doute à des niveaux particuliers d'administration, pas forcément au sommet, mais qui est très efficace. Et je termine par un mot sur la prise de conscience et la position des acteurs eux-mêmes. J'étais il n'y a pas longtemps dans une réunion avec des acteurs pénitentiaires. La personne avec qui j'animais cette réunion, je lui avais dit, tu sais, peut-être qu'il faut qu'on fasse attention, ce sujet c'est délicat, enfin, c'est quand même la probité des agents qui est mise en cause, donc faisons attention à la façon dont on parle de tout ça. Ben, le sujet est venu et on a parlé quasiment que de ça, à l'initiative des agents qui n'en avaient pas honte pour eux-mêmes, qui définissaient bien le périmètre des dangers. C'est l'argent, c'est les menaces, c'est les représailles, et c'est parfois des petits détails dans les attitudes, dans les postures professionnelles. Donc le chantier est immense. Merci beaucoup. Laure Becquot, il y a déjà 2 ans, presque jour pour jour, je crois, vous alertiez dans les colonnes du Monde sur ce sujet, déjà. Lors de votre audition devant la commission sénatoriale, de nouveau, le sujet est apparu. Alors, quand on est procureur de la République de Paris, que l'on voit passer les affaires, comment le phénomène de corruption est-il ressenti, appréhendé pénalement?
on voit que souvent il n'est pas retenu, comme la qualification pénale n'est pas retenue, mais qu'en même temps il y a de la corruption. Comment voit-on les choses de votre point de vue? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Merci Madame la Directrice. Eh bien, écoutez, vous me demandez une forme d'état des lieux. Et pour moi, vous dresser l'état des lieux, c'est faire un constat qui me semble finalement assez simple. La criminalité organisée doit, pour prospérer, avoir recours à la corruption. Pour le dire autrement, la corruption est consubstantielle à la criminalité organisée. Donc, quand on a dit ça, évidemment, grâce notamment aux travaux de la commission sénatoriale sur le narcotrafic, on pense évidemment aux méthodes du narcotrafic, mais pas seulement. Les réseaux de traite d'êtres humains, les trafiquants d'œuvres d'art qui sont pillés sur les zones de combat, les spécialistes des escroqueries de grande ampleur, ceux qui se font pour gloire de piller les subventions de l'État, que ce soit le Covid ou le plan des garanties de l'emploi, etc. Tous ces réseaux de criminalité organisée ont pour but de trouver les maillons faibles qui vont leur permettre de faire prospérer leur entreprise criminelle. Dans ces maillons faibles, on va évidemment parler de la corruption, et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, cette corruption, elle va avoir deux méthodes. La méthode de la violence et puis la méthode du financement de la corruption. Je vous ai énuméré un certain nombre de réseaux, et d'ailleurs la question qu'on peut se poser de façon accessoire, c'est ces réseaux sont-ils si différents? Sont-ils autant que l'on pourrait le penser à premier abord dans, si je puis m'exprimer, leur couloir de nage? L'une des procédures les plus emblématiques qui est actuellement en cours à la Junalco, je peux en parler parce que Le Monde a fait un article sur cette procédure, a commencé tout simplement par une fraude au Covid. Et puis cette fraude à Covid nous a finalement conduit à mettre à jour un réseau sud-américain d'importation de cocaïne, pas seulement de la cocaïne, mais les chimistes. Et dans tout ce périmètre, on a trouvé aussi évidemment la corruption. Quand je dis évidemment, c'est un constat, mais ça relève du propos initial que je vous tenais. La corruption est consubstantielle à la criminalité organisée, évidemment, un policier corrompu. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas non plus songer sur le fait que les réseaux ne sachent pas s'adapter, être poreux entre eux, et notamment dans un recours à ce qui est souvent le point commun, les réseaux de blanchisseurs, et on y reviendra, parce qu'évidemment, dans la lutte contre la corruption, il y a l'autre face qui est la lutte contre le blanchiment. Alors, cette stratégie de la corruption qui nous mobilise aujourd'hui n'est pas nouvelle. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu préconise déjà, je le cite, « Commencez par vous mettre au fait de tout ce qui concerne vos ennemis. Sachez exactement tous les rapports qu'ils peuvent avoir, leurs liaisons, leurs intérêts réciproques. N'épargnez pas les grandes sommes d'argent. Plus vous dépenserez, plus vous gagnerez. C'est un argent que vous placerez pour en retirer un gros intérêt. » La corruption, donc, est un élément constitutif de la criminalité organisée. Il suffit pour s'en convaincre de retracer le parcours de la marchandise illicite. Que cette marchandise corresponde, on l'a vu, à des armes, à des produits stupéfiants, à des êtres humains vulnérables, ou corresponde au bulletin illicite du réseau de criminalité organisée qu'il faudra blanchir et réinjecter dans l'économie réelle. Les étapes de ce parcours sont autant de lieux ciblés et donc possiblement perméables à la corruption. En fait, pour les trafiquants, pour les réseaux de grande criminalité organisée, il s'agit de transformer pour eux ce qui pourrait être des points faibles dans leur parcours en finalement des lieux de perméabilité. Reprenons donc finalement ce parcours du produit, quel qu'il soit. Le produit, il emprunte les infrastructures routières. Il a besoin de lieux de dépôt, de lieux de stockage. Donc, évidemment, les réseaux de grande criminalité organisée vont s'intéresser à faire de l'entrisme
sur les entreprises qui sont assez facilement à utiliser les réseaux des structures de transport. Ça va être de l'entrisme dans des réseaux d'ambulance, dans des sociétés de déménagement. Et puis, ils vont évidemment faire de l'entrisme aussi pour avoir les lieux de stockage. C'est là qu'on trouve la corruption de gardiens d'immeubles ou de lieux sur les bailleurs sociaux. Et puis, ce parcours, il doit intégrer la réalité des contrôles, qu'ils soient aléatoires ou systématiques. Mais ces contrôles, ils vont constituer des entraves à l'acheminement du produit. Donc là, on se situe évidemment sur la corruption possible dans le secteur des dockers, des douaniers, des services préfectoraux qui peuvent également être ciblés. À un deuxième niveau, le réseau va évidemment se dire qu'il est susceptible d'être repéré par les services enquêteurs, qu'ils soient policiers, gendarmes, services de renseignement, services douaniers, ou qu'il est susceptible de l'être. Il va donc ainsi s'efforcer d'être informé de l'état des enquêtes, de qui est une cible, de quel moment va être choisi pour faire une perquisition, une opération de grande ampleur à venir, sur la situation d'une personne, est-elle recherchée ou pas, sur la situation d'un véhicule, est-il repéré ou pas, sur l'accès aux fichiers. Il faut savoir aussi que dans certains dossiers, cet accès aux fichiers a permis au réseau de localiser son adversaire et ainsi de l'éliminer. Donc, vous voyez évidemment qu'ici, l'intérêt de la corruption va être celui de corrompre tous ces services enquêteurs ou spécialisés que je viens de vous citer. Et puis ensuite, il s'agit d'avoir toutes les apparences de la légalité. Alors, pour le groupe criminel, eh bien, il s'agit d'obtenir des justificatifs, faux documents douaniers, attestation, carte grise, titre de séjour, attestation de conformité de la marchandise pour le passage en douane, mais aussi de réaliser la gestion du patrimoine illicitement obtenu et de le blanchir. Et donc là, on en est au niveau des banquiers, des notaires, et je peux ainsi continuer à l'infini les réseaux professionnels susceptibles d'être concernés. Et puis enfin, en cas de réussite des actions judiciaires et policières, il faut riposter et donc être en capacité, depuis son lieu de détention, de poursuivre son trafic et de ne pas vous faire relever, si vous voulez, la zone où vous étiez le chef. Et puis il faut aussi, cas échéant, obtenir sa libération de ses membres incarcérés par des moyens que l'on appelle, nous, des manœuvres frauduleuses et qu'on qualifie d'évasion judiciaire. Le groupe de criminalité organisée est ainsi amené à corrompre des personnes dont les fonctions sont privées ou publiques pour maximiser ses chances de succès. Et ça, il faut qu'il agisse de façon invisible, intraçable. Et donc, il faut avoir conscience que les réseaux criminels, les entreprises, eh bien, qu'ils constituent, sont des entreprises où finalement, si leur objet n'était pas illicite, ce seraient des entreprises formidables économiquement. Parce qu'ils ont véritablement des logisticiens, mais aussi des stratèges. Les exemples de corruption révélés dans les procédures judiciaires que nous suivons à la Junalco sont multiples, je vous l'ai dit. Je pourrais citer encore d'autres professions, les agents de sécurité, les agents portuaires maritimes, ou que ce soit dans le cadre fluvial, les pêcheurs. Parce qu'à partir du moment où on surveille les ports, eh ben, on va s'intéresser aux plus petits ports et aux pêcheurs. Et puis, je vous ai dit, les bailleurs publics, les fonctionnaires pour la consultation des fichiers, les employeurs privés pour obtenir des preuves d'emploi, les notaires, les banquiers, je les ai cités, les commerçants. Bref, les surveillants pénitentiaires. Et bien sûr, je n'aurais garde d'oublier les magistrats, qu'ils soient professionnels ou occasionnels. Et quand je parle de magistrats occasionnels, je pense à la question des tribunaux de commerce, mais aussi des jurés. Bref, il s'agit aussi de pénétrer tous les lieux et également de corrompre les élus, notamment lorsqu'il s'agit d'avoir accès au marché public, où la criminalité organisée aussi se déploie dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets. Et à ce cadre, les élus seront des cibles tout à fait privilégiées. L'ensemble des secteurs que je viens donc d'énumérer sont des secteurs à risque et affirme-le clairement, il n'y a pas, monsieur le sénateur, je suis d'accord avec vous, de corruption de basse intensité. La corruption ne se mesure pas au profit qu'elle a généré. Elle se mesure à la faille qu'elle va causer dans le pacte contractuel,
dans notre édifice institutionnel, dans notre état de droit. Ainsi, au-delà de chaque procédure, eh bien, il faut toujours, lorsqu'on est policier ou lorsqu'on est magistrat, chercher où s'est situé le point de compromission. Les procédures suivies au sein de la Junalco, où se révèle la réalité de la corruption, sont extrêmement nombreuses. L'une d'elles, qui a été récemment jugée, a démontré que dans la galaxie, j'allais dire, des délinquants criminalité organisée de premier niveau, se trouvaient des entrepreneurs privés, des promoteurs immobiliers, des banquiers, des notaires, des élus, en l'occurrence c'était des maires, mais également un préfet. Les mises en cause des policiers et des douaniers sont les plus récurrentes. Je vous l'ai dit, il ne faut pas regarder dans la cour de récréation d'à côté, si vous passez cette expression. Car dans nos dossiers émergent également les professions telles que les greffiers pénitentiaires, les greffiers judiciaires, et dans d'autres dossiers qui ne sont pas suivis à Paris, ont eu lieu ou sont actuellement mis en examen des magistrats, des jurés. Ainsi, la lutte contre la corruption est aux yeux de tous les acteurs spécialistes de la criminalité organisée essentielle. Et pourtant, l'exploitation des statistiques, je reviens à votre question, Madame la directrice, semblerait tout à fait démontrer le contraire. Alors en effet, le recours à l'incrimination de corruption passive ou de corruption active est finalement assez peu fréquent dans les dossiers judiciaires. Monsieur le garde des Sceaux a évoqué l'une des raisons de ce recours faible à cette qualification. C'est la difficulté probatoire. Cette infraction est dans le chemin de la preuve une infraction difficile à caractériser et dès lors, eh bien, on a tendance à préférer ce que je qualifierais d'infraction moins intentionnelle. Et finalement, la corruption est appréhendée du côté des corrompus sous les qualifications de complicité de l'infraction principale, complicité et trafic de stupéfiants, où elle est également appréhendée sous la qualification d'aide au séjour, appréhendée sous la qualification de faux, en écriture publique ou privée, appréhendée sous la qualification de consultation illicite de fichiers, appréhendée également sur la qualification de violation du secret professionnel. Au-delà de la difficulté de caractériser les éléments de preuve de cette infraction, il y a aussi effectivement des éléments d'enquête qui sont très différents. Et là aussi, monsieur le garde des Sceaux l'a évoqué. Le recours aux techniques spéciales d'enquête n'est pas possible. Le délai de garde à vue n'est pas évident. Et donc, autant d'éléments qui nous conduisent finalement, excusez-moi, à choisir des infractions de droit commun. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question. Est-ce qu'il faut désormais davantage utiliser cette infraction de corruption active ou passive? Alors la réponse à l'évidence serait oui. Oui, ne serait-ce que pour faire émerger plus symboliquement ce qu'est, je dirais, l'ampleur de la corruption. Oui, parce que ce n'est pas juridiquement impossible, vous le savez, pour les juristes, même si on poursuit pour complicité, trafic de stupéfiants et pour corruption, ce qu'on appelle les intérêts protégés ne sont pas les mêmes. Je veux bien, excusez-moi. Donc, évidemment, ce choix de qualification rendrait plus visible notre action. Mais ça reste délicat. Ça reste délicat pour plusieurs raisons, je l'ai dit. Est-ce que ça vaut de mobiliser des services d'enquête sur des enquêtes complexes, alors que l'on sait que les services d'enquête sont eux-mêmes très mobilisés vu l'ampleur des investigations qu'ils ont à accomplir? Puisque ça vaut le coup, lorsque, pour parler simple, l'objectif de la Junaco, désormais, c'est d'envoyer ces réseaux de grande criminalité organisée devant des cours d'assises. Et en l'état de droit, de notre droit, monsieur le sénateur, les cours d'assises sont composées encore de jurés. Et développer la preuve de la corruption face à des jurés qui n'ont pas forcément cette technicité, alors qu'à côté, on parlera de règlement de compte et voire d'homicide, alors qu'à côté, on parlera de trafic de stupéfiants et de menaces, je crains que ça rende l'audience fort délicate.
Mais enfin, il faut aussi savoir que renoncer à retenir cette infraction, c'est aussi affaiblir le ministère public. Donc il s'agit de maintenir finalement une appréciation au cas par cas. Je n'ai pas de solution toute faite, Madame la directrice. Sachez en tout cas qu'à Paris, ce sont des échanges réguliers avec les magistrats instructeurs qui nous conduisent au cas par cas à retenir ou non cette qualification. Mais notre objectif et notre ambition, c'est évidemment de tenir toujours au plus près de la réalité des dossiers et d'être le plus efficace possible face à ces atteintes à la probité. Merci beaucoup, Madame la procureure, de ce panorama qui est à la fois très complet, très inquiétant, et qui, y compris si je reprends un quart de seconde ma casquette de directrice de l'AFA, nous ouvre aussi à nous des champs tout particuliers, d'où aussi la nécessité d'identifier le phénomène aussi pour le prévenir. Monsieur le président de Transparency International, Patrick Lefat, comme je disais en introduction, Transparency est mobilisé sur ce sujet et alerte depuis déjà un certain temps sur cette question de la corruption en lien avec la criminalité organisée. Vous êtes à Transparency un observateur très, très attentif de ces phénomènes, tant au niveau international qu'au niveau national. Comment analysez-vous la situation aujourd'hui de votre côté ? Merci beaucoup, Madame la directrice, pour votre invitation et surtout pour le choix du thème du colloque, parce que je crois que c'est la première fois qu'on essaie d'appréhender les liens entre la corruption et la criminalité organisée. Alors, Monsieur le sénateur, le président de la commission d'enquête, a bien développé tout ce qui était lié à l'impact du narcotrafic. C'est une prégnance croissante dans le monde et au premier chef en France. Aucun territoire de la République, qu'il soit hexagonal ou ultramarin, étant à l'abri de cela. Et donc ceci se développe. Et donc il y a un ensemble de propositions que vous avez faites et surtout nous appelons de nos voeux que la proposition de loi que vous avez déposée puisse cheminer. Il y a un rendez-vous, je crois, qui a eu lieu à la commission des lois, bientôt en séance plénière en janvier. Il faudra que ça passe après à l'Assemblée nationale et que, en procédure accélérée, cette proposition de loi devienne loi. C'est un enjeu effectivement important. Alors, le narcotrafic sous toutes ses formes constitue une part dominante, évidemment, de la criminalité organisée. C'est un marché en constant développement. C'est aussi, pour la France, en fait, il est un des plus grands marchés d'Europe. Mais ce n'est pas le seul aspect à considérer. Vous en avez mentionné pour la traite des êtres humains. On peut ajouter les armes, y compris les armes de guerre. On peut ajouter aussi le trafic d'espèces sauvages. Savez-vous que la France est le premier importateur de tigres et de viande de brousse, et la plaque tournante, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, et opère sur ce marché une multiplicité d'acteurs, groupes mafieux, petits et grands réseaux criminels ou criminels individuels, qui recourent de plus en plus fréquemment à l'ensemble des moyens de pression, y compris les assassinats. On a donc en fait toute la palette d'actions de pression. Et comme c'est un monde en fait sans impôts, bien il y a une capacité de corrompre qui est de trouver une contrepartie quand on a une difficulté à résoudre. Et les liens entre corruption et criminalité organisée sont nombreux, comme le montre le rapprochement des deux cartes que je vous présente sur cette unique slide que je commenterai. Qui est d'un côté à droite l'indice de perception de la corruption. On est dans les deux cas en 2023, et de l'autre, l'indice global de la criminalité organisée. Alors, l'initiative globale, c'est une initiative en fait au départ des représentants des forces de l'ordre
et qui progressivement est devenu un lieu d'expertise. Il y a plus de 600 experts qui sont mobilisés. Cette carte, elle est interactive et vous pouvez la télécharger très facilement. Et la corroboration des données, même si les méthodologies ne sont pas les mêmes, est identique. À droite, plus c'est jaune, mieux c'est. À gauche, plus c'est pâle, mieux c'est. Voilà. Et donc, vous voyez en fait la corroboration. Et la France, de ce point de vue, en criminalité organisée, n'est pas un modèle. Elle apparaît dans l'indice de perception de la corruption à la 20e place, et elle se retrouve dans le classement de l'indice global de la criminalité organisée à la 58e place sur 193 pays. La vision, c'est que plus le pays est loin dans le classement, meilleur il est. C'est l'inverse en fait du classement de l'indice de perception de la corruption. Mais nous sommes le premier pays d'Europe de l'Ouest, donc devant les Pays-Bas et la Belgique. Alors, on a, pour se consoler, le fait qu'on a un niveau de résilience qui est élevé, mais loin derrière la Finlande. Et la Finlande se trouve être le numéro 2 dans le classement de l'indice de perception de la corruption. Donc, il y a clairement une liaison très étroite entre la perception de la corruption elle-même et la criminalité organisée. Alors, ça résulte aussi de l'observation empirique. Vous en avez cité un certain nombre d'exemples. Il suffit d'avoir une revue de presse. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne avec l'arrestation d'Oscar Sanchez Gil. 20 millions d'euros chez lui, c'est quand même une somme très, 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 très conséquente. Le fait que le ministre de la Justice de Belgique a été mis sous protection parce qu'il était menacé d'enlèvement. En dernier lieu, le procureur de la République de Grenoble vient de requérir, de mettre en examen plus exactement, 5 ressortissants algériens pour un trafic de faux papiers pour obtenir des titres de séjour qui avaient évidemment pignon sur rue à l'intérieur de la préfecture de l'Isère. Et donc un titre de séjour, pour 10 ans, ça coûtait 35 000 euros. Voilà. Donc on a ces exemples qui sont évidemment largement révélés. Vous avez évoqué en fait tous les acteurs publics qui, d'une manière ou d'une autre, sont exposés. Et l'argent, il est ensuite blanchi dans des commerces licites ou des commerces illicites. Et à cet égard, l'exploitation des données cadastrales de l'Émirat de Dubaï, il y a eu une très intéressante enquête conduite par Le Monde qui a révélé l'ampleur du blanchiment d'argent dans l'immobilier. C'est le tiers en fait du marché immobilier de Dubaï qui est possédé par des trafiquants. Et donc nous avons les grands barons, ou plutôt les grands caïds du trafic de stupéfiants qui sont en France et qui jouent à Dubaï des jours heureux aux côtés de l'oligarque russe qui ont échappé aux sanctions occidentales. Le trafic de stupéfiants occupe la plus grande part de la criminalité organisée dans l'Union, puisqu'il y a plus de 80% des réseaux criminels actifs dans l'Union européenne qui utilisent des structures commerciales légales pour leurs activités criminelles. 60% des réseaux criminels dans l'Union européenne utilisent des méthodes de corruption pour atteindre leurs objectifs illicites. Dans tous ces phénomènes, il y a évidemment une donnée fondamentale de coopération internationale. Et force est quand même de constater que les résultats du sommet du G20 à Rio ont été très décevants, puisque vous avez un micro-paragraphe qui parle de la lutte contre la corruption, qui est d'une platitude totale, qui ne nous permet absolument pas de progresser. Et je rappelle que l'Afrique du Sud fait partie des 10 pays, puisque maintenant l'Afrique du Sud est le dépositaire de la présidence du G20, un des 10 premiers pays dans la criminalité organisée. Voilà, donc on a une marge évidemment de progrès très important en matière de coopération internationale, et il importe de documenter ces phénomènes. De ce point de vue, je pense que le monde de la recherche académique a un rôle à jouer, et je pense en particulier aux travaux de Clotilde Champérache sur les structures mafieuses, qui sont très très intéressantes.
les organisations de la société civile ont aussi un rôle à jouer. Transparency International porte depuis 2016 avec Interpol le projet Crime Juste, qui vise en fait à réduire l'impact du crime organisé et de la corruption sur la sécurité des États qui sont tout le long des zones de trafic, en fait, de transit en Amérique latine et en Afrique. Mais pour lutter contre l'opacité financière, il est nécessaire de lever le voile de la propriété effective. Donc nous avons utilisé le registre des bénéficiaires effectifs qui a été croisé au registre cadastral pour montrer que eh bien, le tiers des sociétés, donc des personnes morales qui sont dans le registre des bénéficiaires effectifs, on ne connaissait pas les bénéficiaires. Et donc c'est un enjeu évidemment important. Et donc il faut absolument préserver l'accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les organisations de la société civile et bien sûr aussi pour les journalistes d'investigation. Et là, de ce point de vue, la rédaction actuelle de l'article 4 du projet de loi DADU, enfin toutes les dispositions diverses d'adaptation au droit de l'Union européenne, est assez inquiétant parce qu'il parle de blanchiment, mais il ne parle pas de lutte contre la corruption. Et donc je pense qu'il est important de modifier ce texte pour s'assurer que nous n'aurons pas des déconvenues dans l'interprétation de la loi et qu'on préservera l'accès au registre des bénéficiaires effectifs pour les associations qui luttent contre la corruption. Il y a aussi une meilleure connaissance des décisions de justice qui est tout à fait souhaitable. Vous avez commencé tout un travail. Je pense que l'aspect observatoire est très important. Il y a le travail aussi qui est piloté par la Cour de cassation, donc Judy Libre, qui permet, espérons, à l'horizon du 31 décembre 2025, c'est quand même encore assez éloigné, d'avoir la publicité de toutes les décisions de justice criminelle, donc que ce soit au niveau de la première instance et de l'appel et en cassation, c'est déjà fait puisque l'ensemble de la Cour de cassation, tous les arrêts depuis 1947 sont publiés, mais il n'en demeure pas moins que là, on a un enjeu qui est important de faire connaître. La coopération internationale est un des freins majeurs rencontrés par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la corruption, et nous souhaitons en fait développer une pratique de name and shame permettant d'identifier les pays qui ne jouent pas le jeu de la coopération internationale. On sait toutes les lenteurs de la procédure, et c'est d'autant plus gênant, c'est que maintenant, on a en matière de lutte contre la corruption, on est dans le cadre où c'est les 3 ans d'enquête préliminaire, et on n'est pas dans le système des 5 ans pour le financement du terrorisme. Et donc, si on a évidemment des commissions rogatoires ou des demandes de coopération qui prennent un temps infini, il est évident que l'outil appel à la justification en fait, d'un mécanisme de corruption devient quasiment impossible à démontrer. D'où effectivement l'utilité d'avoir des mécanismes de type blanchiment où on peut dire, et on a saisi la Junalco, que le cas où on a un schéma complexe, c'est-à-dire qu'on n'identifie pas quel est le bénéficiaire effectif au stade français, que c'est compliqué. En fait, c'est une présomption de blanchiment. Ça, c'est très utile dans la loi pénale française, mais il n'en demeure pas moins qu'on a un enjeu qui est de développer cette coopération internationale. Reste un dernier point, c'est de toucher les acteurs de cette criminalité organisée au portefeuille. C'est pour nous un aspect essentiel. D'abord, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de considérer que toutes les saisies de drogue ont un marché et ils n'ont pas payé la TVA à 20%. C'est forcément la TVA de droit commun, donc c'est 20%. Et donc on devrait la réclamer à tous ceux qui sont, de près ou de loin, les acteurs de ces transferts jusqu'au consommateur final. Et le consommateur final, il devrait payer aussi la TVA à 20%. Mais au-delà de ça, il nous semble que toutes les nouvelles dispositions
qui résultent de la loi du 24 juin 2024 et de la circulaire d'application du 13 août doivent être utilisés pour développer les saisies et confiscations en matière pénale. C'est un point en fait essentiel parce que le trafiquant, le criminel organisé, il ne supporte pas que son patrimoine, alors plus on est dans un système mafieux, plus c'est évident, puisqu'il faut protéger la famille, et donc si on a les biens qui sont saisis, et donc il y a là un enjeu qui est tout à fait essentiel. Merci. Vous avez déjà basculé sur la deuxième partie de nos échanges qui, maintenant qu'on a fait un tableau assez complet, je crois, et franchement inquiétant de la situation, on est aussi ici pour réfléchir à ce qu'il est possible de mettre en place en termes de réponse. Et je vais peut-être vous redonner la parole, Laure Vecchio. De quoi auriez-vous besoin? De tellement de choses. Alors, dans la lutte contre la corruption, hein, puisque c'est le sujet qui nous occupe, il y a évidemment deux façons de marcher. Il y a la prévention. Je crois que c'est ce qui aussi est l'enjeu de ce colloque. Et bien sûr, la répression. Mais dans l'un ou l'autre de ces champs, et j'y reviens parce que c'est presque un mantra pour moi, il faut vraiment conserver la conviction, et pardonnez-moi ce plagiat, que la corruption, ce n'est pas les autres. Ça peut nous concerner tous à quelconque moment de notre institution. Il s'agit, je le répète, de combattre d'une certaine manière ce que je qualifierais de culture du non-dit. Toutes les professions sont susceptibles d'être atteintes à tous les niveaux. Et on a cité cet exemple extraordinaire qui a frappé l'Espagne il y a peu. Hein, mais c'était un policier qui était à la tête de la lutte contre le trafic de stupéfiants. 20 millions d'euros saisis en espèces dans son domicile et dans son bureau au total, et de surcroît son épouse qui avait, vous voyez, c'est toujours dans mon idée de vous dire combien les passages dans le monde économique souterrain et le monde économique réel peuvent être fréquents. Son épouse, pour faciliter aussi le blanchiment des sommes reçues, qui doivent être autrement considérables, avait créé une société de VTC. Donc, on voit bien que ces échanges sont importants. Je pourrais vous citer loin de nos frontières, mais c'est pas parce que je cite loin de nos frontières que j'exclus que ça puisse se passer à l'intérieur de notre territoire. Eh bien, Bogota, où la quasi-totalité de la magistrature a été renouvelée parce que suite aux écoutes de Sky ICC, on a démontré que ceux qui étaient chargés de lutter contre le trafic de stupéfiants étaient en fait grassement payés par les auteurs du dit trafic. Alors, si on parle des moyens de prévention, je dirais qu'ils peuvent être véritablement multiples et multipliés. Dans le temps qui m'est imparti, je dirais dans les moyens de prévention, dans ce dont j'ai besoin, évidemment, je me retourne vers le sénateur parce que nombre des propositions, de sujets qui sont portés par la proposition de loi nous intéressent. J'ai déjà eu l'occasion de le lire très officiellement. Évidemment, réfléchir au statut des repentis. Évidemment, réfléchir au fait qu'on crée des cours d'assises spéciales de façon à ne pas mettre en fragilité les jurés. Hein. La réalité des fragilités des jurés est apparue il n'y a pas si longtemps à Bobigny, où il y avait, je dirais, des trafiquants qui étaient jugés en cour d'assises, et où avant même que le délibéré soit rendu, il circulait sur les réseaux portables du fan club des trafiquants de stupéfiants qui attendaient le résultat du délibéré. Parce qu'à l'intérieur, là, c'était pas un jury qui avait été financé, c'était un jury qui avait été menacé, parce qu'évidemment, dans ses relations de quartier, eh bien, on a vérifié et l'identifié comme étant juré de cette cour d'assises. Donc, les mesures à mettre en œuvre, de mon point de vue, au titre de la prévention, pour revenir au sujet, c'est évidemment recourir à ce que j'appellerais les corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser sur le sujet les organisations patronales, les syndicats, les corps d'encadrement de la fonction publique, les conseils de l'ordre. Moi, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai rencontré le conseil de l'ordre des notaires, je les ai sensibilisés sur le sujet.
Parce que j'ai un peu envie de vous dire qu'avec la très grande criminalité organisée, l'expression « il ne faut pas manger avec le diable même avec une longue cuillère », elle s'applique très bien. C'est-à-dire que l'approche, elle est sans risque dans un premier temps. On regarde un petit peu moins les obligations déontologiques auxquelles on est tenu. Une première faille, puis une deuxième faille. Puis quand on se dit « oulala, ça devient un peu risqué », eh bien là, vous êtes ligoté, vous n'avez plus la capacité de reculer. Donc il faut véritablement que les professions soient tout à fait avisées. Il importe que ce sujet il soit aussi abordé dans les sessions de formation professionnelle. Il faut que les entretiens de management, d'évaluation, de notation soient une obligation à inciter à faire des signalements. Je m'interrogeais aussi sur le point de réfléchir au système des cadeaux. Parce que la DSJ, pour tout vous dire, a récemment refait un rappel, je dirais, au règlement déontologique de qu'est-ce que c'est que recevoir des cadeaux, qu'est-ce que ça peut signifier quand on est magistrat. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une obligation de signaler toute approche un peu curieuse, une obligation d'inscrire la proposition de cadeau au sein d'un registre, enfin autant d'éléments qui sensibiliseraient à la chose. Et puis, il ne faut pas aussi considérer que le comportement incorruptible, eh bien, il va de soi. Chacun, dans son parcours personnel, peut rencontrer des fragilités. Des fragilités parce que il connaît certaines personnes. Je disais une proximité de quartier, mais ça peut être une proximité familiale, mais ça peut être une proximité ethnique, ça peut être une proximité religieuse, politique. Et puis dans certaines situations, il peut y avoir une fragilité, besoin d'argent, celui qui n'a pas les ressources et qui a un enfant handicapé, ou besoin de reconnaissance sociale aussi, de dire que eh bien, on s'en sortira mieux que les autres. Alors, je crois qu'il faut s'organiser face aux moyens de la criminalité organisée qui sont considérables. Il faut inciter les entreprises à signaler, les administrations à signaler, fût-ce au moyen de signalements anonymes. Alors, j'entends bien. Qui dit signalement anonyme fait penser aux heures sombres de notre histoire. Mais je crois pouvoir dire qu'il appartient aux services spécialisés de savoir séparer le bon gré de l'ivraie. Et puis, il faut encore développer des applicatifs, notamment sur les fichiers. Est-ce qu'on n'aurait pas des possibilités de hit quand des consultations un peu anormales se produisent? Il faut aussi garder une traçabilité de ces consultations de fichiers. Il faut traçabilité pendant combien de temps? 3 ans, 4 ans, 10 ans, je ne sais. Et puis, il faut aussi, je dirais, avoir une obligation déontologique de ne pas donner son code confidentiel à n'importe qui. Il faut aussi veiller au recrutement. Je regarde ma propre institution. Est-ce que je suis si attentive aux vacataires qui arrivent à la Génalco? Est-ce que je suis attentive aux juristes assistants, assistants spécialisés qui sont recrutés? C'est une question. Aux intérimaires que chacun recrute. Et puis il faut aussi, et surtout, j'ai envie de vous dire, ne pas laisser l'agent qui est susceptible d'être la cible seul face à ses responsabilités. Il faut créer des binômes. Ne pas forcément le laisser, et vous le disiez, monsieur le sénateur, constamment dans cette même responsabilité. Favoriser l'accueil. Mettre au sein des entreprises, au sein des administrations, des référents de lutte contre la corruption, de façon à ce qu'il puisse être une forme de réflexe et de point de guide. Et puis, il faut aussi augmenter le poids de Tracfin. La grande criminalité organisée, elle ne passe que dans ses réussites par le renseignement. Ou essentiellement. Les affaires de flac, comme on dit, qui permettent d'identifier de façon spectaculaire des réseaux sont rares. Il faut exploiter le renseignement. Et il faut le dire, ceux qui ont des obligations de révélation, eh bien, il y a quand même sur certaines professions de très, 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 très larges marges de progrès. Enfin, la lutte contre le blanchiment, on l'a dit, elle doit être le fil rouge de la lutte contre la criminalité organisée et bien sûr le fil rouge de la lutte contre la corruption. Il faut bien disposer de fonds pour le corrupteur pour corrompre et pour le corrompu, il faut pouvoir réinjecter ces fonds reçus du prix de la trahison dans l'économie légale. Alors, à cet égard, et vous l'avez dit,
Nous disposons en France de ce que je qualifierais d'armes de destruction massive. C'est la présomption de blanchiment. Cette présomption de blanchiment, il faut y avoir recours. Je rends grâce, et certains collègues, je crois, j'en ai au moins repéré un, est ici dans la salle. Je ne vais pas citer son nom parce que ça va heurter sa modestie, mais a su mettre en place, dans ce recours à la présomption de blanchiment, des dossiers spectaculaires. Et comme vous l'avez dit, c'est-à-dire la simple alerte pour nous du fait qu'une construction un peu inhabituelle, favorisant l'opacité, est en place, nous permet d'ouvrir des dossiers en présomption de blanchiment. Et cette infraction nous est beaucoup enviée par certains pays qui ne disposent pas de cette infraction. Enfin, il faut donc, je l'ai dit, favoriser la formation des acteurs. Et à cet égard, Madame la directrice, le colloque que vous ouvrez aujourd'hui en est un splendide exemple. Alors, par l'AFA, évidemment, par l'ENM, et puis, au titre de la Junelco, permettez-moi d'être un petit peu égocentré à ce terme de ce propos. Je crois avoir... je place beaucoup d'espoir dans cette cellule de pilotage de la lutte contre la criminalité organisée dont le garde des Sceaux vient de me donner les moyens. Et pourquoi je place beaucoup d'espoir dans cette lutte? Parce que depuis que je suis à la tête du parquet de Paris, ça ne fait que 3 ans, acquis la conviction que dans nos dossiers judiciaires, nous disposons d'une manne de renseignements sur la criminalité organisée, sur la corruption, sur le blanchiment, et que ces renseignements, nous ne savons pas finalement les exploiter, les partager. Et c'est notamment cette grande ambition de cette cellule de pilotage de la lutte contre la criminalité organisée. Parce qu'elle va permettre l'exploitation de ces données, elle va permettre les échanges d'informations ascendantes et descendantes vis-à-vis des GIRS, entre les GIRS elles-mêmes, entre les GIRS et la Junalco. Mais j'ai de plus grandes ambitions encore parce que je crois qu'à partir du moment où on dispose de ces renseignements, il faudra savoir aussi les partager, pas seulement en interne. Les partager à l'égard des élus, les partager aussi à l'égard de certaines entreprises qui sont des entreprises d'importance vitale. Pourquoi, par exemple, la CGC qui est à Marseille, eh bien, si les services de renseignement nous disent que c'est une entreprise fiable, ne pourrait-on pas finalement partager avec elle, et comme fait l'AFA, évidemment, un certain nombre de points d'alerte pour leur permettre de réagir. Nous devons véritablement appeler à une mobilisation collective. Soyez-en convaincus, le danger il est là, c'est pas parce qu'on le voit qu'on n'a pas les capacités, je crois que nous les avons, de réaction. Et je dirais merci à l'AFA pour ce colloque. C'est la première pierre à l'édifice de ce rempart que nous devons collectivement construire. Alors, je n'ai pas parlé des sujets économiques des ports. Je sais que vous y travaillez. Ça peut être un enjeu et peut-être on y reviendra au cours de l'émission. On va y revenir parce qu'on va présenter le travail que nous avons fait sur ce sujet. Merci beaucoup de ce message qui montre que si on se mobilise, on a aussi les moyens de réagir et la République a les moyens de réagir. Patrick Lefebvre, vous aviez déjà abordé un peu, peut-être quelques points compléments en ayant un petit œil sur l'horloge quand même. Merci beaucoup, merci de me rappeler mon devoir, de respecter le temps de parole. Alors, rapidement, dans les propositions auxquelles on peut songer, c'est en ce qui concerne d'abord la détection, je pense que il est important de faire écho aux propositions qui ont été faites par le Conseil national des greffes des tribunaux de commerce, consistant à dire quand il y a une information erronée ou une information qui n'est pas donnée, après des relances, eh bien, il y a une sanction, et la sanction, c'est la fermeture de la structure, qui implique fermeture en fait du compte bancaire. Donc, il faut, je pense, réfléchir à cet aspect-là des choses. Le croisement des données avec Denis Ficobin, RBE, Cadastre, ce sont évidemment des aspects essentiels. Le renforcement de la coopération interservices, je pense que ça, c'est un élément important pour améliorer la détection. Au premier chef, c'est sûr que Tracfin a un rôle très important à jouer, mais pour ça, il faut qu'il soit alimenté par les signalements. Il y a beaucoup de signalements individuels de la part des institutions financières, mais assez peu de signalements de structures de personnes morales. Et
Donc je pense qu'on a un champ de progression à cet égard. Il faut aussi améliorer la culture de l'alerte, qui implique que dans toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, le mécanisme doit permettre à un signalant de donner une information qui après est exploitable, mais sans risquer sur sa propre personne. La loi Wasserman de mars 2022 a constitué un progrès. Elle n'est pas l'aboutissement complet. Et je pense qu'il est important de travailler sur une protection renforcée en fait, du lanceur d'alerte. Sur l'aspect prévention, je n'irai pas par quatre chemins. Tous les phénomènes qu'on a vus qui mettent en cause en fait les structures administration publique ou établissements publics montrent que il faut maintenant soumettre l'ensemble de ces administrations publiques au même type d'obligations que celles qui pèsent sur les entreprises, donc au titre de l'article 17 de la loi Sapin 2. Les 8 exigences qui sont dans l'article 17 de la loi Sapin 2 trouvent assez naturellement leur concrétisation, à commencer, et il faut rendre grâce à l'AFA dans tout le travail de pédagogie qu'elle a fait auprès des collectivités et des grandes collectivités. Les collectivités, elles ont progressé, elles sont prêtes. Peut-être qu'il faut profiter de la discussion de la proposition de loi déposée fin octobre par Olivier Marleix pour changer un peu la frontière entre les deux et que la prévention s'applique dans les mêmes termes au secteur public et au secteur privé. Il faut aussi évidemment un pilote, et donc l'annonce qu'on aura bientôt un plan pluriannuel, je pense avec un rôle central de secrétariat interministériel rattaché au Premier ministre. Je pense que ce sera tout à fait bienvenu. Il faut aussi renforcer les moyens. Alors, il me semble que quand on voit les limites de la lutte contre le trafic de drogue à Marseille et qu'on est capable, dans les grands événements, de mobiliser, pour les Jeux Olympiques, on a mobilisé 80 équipes cynophiles. Et donc, ça montre quand même qu'on a les capacités, là où on a une équipe qui va travailler sur les problématiques de détection de la drogue, on est capable, dans les grands événements, de mobiliser beaucoup plus de force. Et donc, l'arbitrage, c'est est-ce qu'il faut multiplier les grands événements ou au contraire travailler au quotidien sur les moyens. On sait bien qu'avoir plus de moyens dans les contraintes des finances publiques aujourd'hui, ce n'est sans doute pas possible, en tout cas c'est possible à la marge, donc il faut mieux utiliser les moyens. Et enfin, il faut qu'on accélère l'usage social des biens confisqués. Une fois que les biens confisqués, il faut pouvoir, nous l'avons développé au titre des biens mal acquis dans la loi du 4 août 2021, faire en sorte que ces biens qui ont été en fait qui ont spolié les populations des pays concernés reviennent à ces populations. Eh bien, il faut faire la même chose avec les biens confisqués pour les populations qui sont en fait les plus fragilisées. C'est le recyclage des concours, des moyens financiers qui ont été injustement prélevés. Voilà, en substance, ce qu'on pourrait dire. Merci. Je vous donne très vite la parole, Monsieur le Sénateur, puisque vous portez actuellement une proposition de loi sur ce sujet et que vous avez vraiment traité le sujet dans cette proposition de loi. Pour vous, quelles sont les priorités et comment peut-on véritablement progresser et réussir à faire la différence sur ce sujet ? Passer davantage de temps avec vous, madame, parce que je pense que la dimension culturelle, systémique est la plus importante. Si je peux ouvrir une porte ouverte et être idéaliste en même temps, il faut que le crime ne paie plus. Et comme on voit que la prison n'est plus une entrave à l'activité criminelle, je le dis vite, sans que ça doive peiner ou chagriner quiconque, mais la réalité c'est quand même ça. La question c'est celle de l'argent, donc l'entrave au crime et partant l'entrave à la corruption, c'est l'assèchement de la ressource de la corruption. On a dit qu'il y avait la menace et l'appât du gain. Si on arrive à travailler mieux sur ce sujet-là, alors on aura des résultats.
Laure Bécot disait tout à l'heure, Madame la procureure, que quand on était compromis, vous parliez des cadeaux. Je ne parle pas du pays du coup, mais il y a un sujet d'économie de la dette dans la dimension corruptive. C'est une économie de la dette. Ça commence par un service. C'est un gamin qui va chercher un pain au chocolat pour quelqu'un qui surveille le trafic. Il devient chouf lui-même, charbonneur, à la fin peut-être assassin, et ça se finit mal de toute façon. Donc cette dimension culturelle-là, au niveau des individus, au niveau de la société, il faut insister sur les risques qu'on encourt quand on se prête à ce petit jeu sans importance au départ. Deuxième dimension culturelle, c'est celle de nos organisations. Je le disais tout à l'heure, on a eu des auditions qui m'ont laissé quand même un peu pantois, avec une forme de légèreté, désinvolture. C'est marginal, heureusement, mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Incarville, le jour où nous remettions notre rapport, l'évasion et l'assassinat de 2 agents pénitentiaires, Mohamed Ramra, la mouche, c'est des services qui ne se parlent pas, des administrations qui ne se parlent pas. Donc l'argent circule, il faut que l'information circule autant que l'argent chez les acteurs qui luttent contre la criminalité organisée. Parce que c'est des toutes petites choses, c'est du renseignement, c'est parfois un détail. Et donc il faut qu'on ait toute cette capillarité dans notre travail qui permet à l'information de remonter pour qu'on puisse avoir ces signaux et cette capacité de réagir le moment venu. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un climat, le climat d'ailleurs qui amène certains présidents de tribunaux à dire c'est quand même difficile de rendre la justice quand on a des haies d'honneur qui créent la pression. Voilà, donc il y a ce travail de fond. Sur les éléments très concrets, tout a été dit hein, d'une certaine manière par mes deux co-participants. D'abord, travailler sur une dimension de plan cohérent, mais ça vient. Travailler sur l'organisation du travail, des choses toutes simples, hein, changer les binômes, rendre les choses moins routinières, avoir du turnover, des postes de travail tournants. Il y a une question quand même, je le dis au passage, de recrutement. Quand certaines administrations sont contraintes dans leur recrutement par l'indisponibilité de la main-d'œuvre avec des niveaux de recrutement très très bas, il faut peut-être redoubler d'efforts pour que la formation initiale vienne ancrer certaines valeurs qui ne sont pas là forcément naturellement. Ça a été dit par des acteurs de terrain. Ah, les nouvelles générations, c'est compliqué, ils ne pensent pas comme nous. Voilà, donc exemple un peu anecdotique, mais quelqu'un qui s'adonne lui-même à la consommation de drogue, c'est difficile en prison de lui demander d'empêcher celle des autres. Donc, c'est des sujets qui sont très, très, très concrets. Renforcer les dispositifs d'alerte, on l'a dit, et puis quelque chose d'assez structurant sur le recours renforcé à des enquêtes administratives, notamment des agents qui sont dans des positions un peu stratégiques, pour que on sache un peu comment évolue le patrimoine. La question des fichiers est centrale, la détection des usages anormaux de fichiers. Certaines administrations s'en occupent. Je sais que la gendarmerie a fait des choses intéressantes, par exemple. Quand un agent s'intéresse à des choses qui sont assez loin des missions qui lui sont confiées, bon, ça peut se détecter. Il y a des algorithmes qui le permettent et je crois que ça présente des résultats assez intéressants. Cette utilisation des fichiers, d'ailleurs, je le dis, les outils très puissants, ils sont très puissants aussi pour être dévoyés. Et donc, quand on nous parle de grands fichiers, de super fichiers, oui, sans doute, ça dépend qui y a accès. Parce que si c'est quelqu'un qui en fait un bon usage, tant mieux. Si c'est pas le cas, on ouvre encore plus grand les portes vers le crime dans nos administrations. J'ai parlé de ces sujets avec la présidente de la CNIL, dont je suis membre, parce que je pense que cette question de consultation de fichiers, elle est vraiment devant nous, c'est majeur. Et puis, vous en avez parlé, vous en reparlerez pendant ce colloque, la lutte contre la présence des organisations criminelles dans certaines zones sensibles, comme les zones portuaires, aéroportuaires. Donc là, il y a un travail très très spécifique, mais vraiment pour revenir à l'essentiel, je crois que c'est une question de culture administrative, une culture sociétale. Il faut qu'on en fasse une priorité pour chacun.
peut-être qu'on peut, pour être encore idéaliste aussi, changer aussi un peu nos perspectives sur la réussite dans ce bas monde. Est-ce que ça doit être l'accumulation et un appétit sans limite? Bon, ça peut peut-être commencer par là. Merci beaucoup. Vous avez mis le doigt sur deux des sujets sur lesquels on travaille beaucoup au sein de l'AFA. D'abord, la prise de conscience collective, et je pense que c'est certainement la priorité. Ce colloque est un des éléments auxquels nous avons pensé pour renforcer cette priorité. Mais vous avez raison, au fond, la corruption, c'est un sujet désagréable. Et comme c'est un sujet désagréable, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de déni. Et le poser, dire que ça existe pour en prendre pleinement la conscience et commencer à lutter est essentiel. Mais ce point-là est certainement une des priorités et nous nous en rendons compte tous les jours à l'AFA mais non, ça n'existe pas chez nous. Bon. Et vous avez mentionné aussi deux autres sujets sur lesquels nous travaillons, qui est le sujet des fichiers et le sujet des ports avec les administrations. Et en tout cas, c'est un point qui est très important pour nous, les fichiers. Et puis, nous travaillons aussi sur la zone portuaire, mais je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard. Je voudrais savoir, d'abord, je voudrais vous remercier de vos interventions. Je voudrais savoir s'il y a dans la salle des questions. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour la très très grande qualité de vos interventions. J'ai deux questions toutes simples. Pensez-vous que dans vos travaux, dans vos actions, il est nécessaire aussi de s'interroger sur la définition de la criminalité transnationale organisée? Alors, ça n'est pas du tout une question académique, puisqu'on sait que lorsqu'une infraction est caractérisée comme relevant de la criminalité organisée, ça déclenche une procédure pénale dérogatoire. Or, la liste des infractions de criminalité organisée a beaucoup bougé. Les régimes dérogatoires ne sont à géométrie variable, ne sont pas les mêmes, donc on a parfois une difficulté pour lire ce qui relève de la criminalité organisée. Je ne sais pas si c'est une question qui, pour vous, est importante ou pas. Et puis la deuxième question, vous avez beaucoup parlé de culture, vous avez terminé par cela, espèce de culture anticorruption. Alors, même si ma question est un petit peu à côté, je l'assume complètement. Que pensez-vous du fait que Eurostat a exigé que le trafic de stupéfiants soit intégré dans la mesure de croissance, c'est-à-dire dans la mesure du PIB? Notamment, ça a beaucoup fait augmenter le PIB de l'Italie, un tout petit peu celui de la France, et on explique tout simplement que la contribution de chaque membre au budget européen dépend pour partie de son PIB, donc il faut tenir compte de toute la richesse, donc y compris celle issue du trafic de stupéfiants. Merci. Merci beaucoup. Pour répondre rapidement à votre première question, effectivement, tout ce qui va faciliter, je dirais, la coopération internationale dans une rencontre des thématiques et du coup l'élargissement de ce qu'on appelle la grande criminalité organisée transnationale est évidemment un levier qui forcément doit être exploité. Après, c'est vrai qu'on rencontre notamment, par exemple, dans le trafic des êtres humains, des différences de législation, ne serait-ce qu'au niveau européen, qui ne sont pas forcément très, très pratiques à conjuguer lorsqu'on veut lutter contre ce phénomène. Moi, j'étais très intéressée. Comme vous avez posé une question à côté, je fais une réponse à côté. Non, simplement pour dire, je crois beaucoup aussi au fait qu'on fasse connaître notre action dans cette culture infusée. Et notamment, quand vous avez mentionné, monsieur, le name and share, c'est vraiment important. Et je dirais qu'à un moment, il va falloir savoir prendre nos responsabilités si on continue à avoir, lorsqu'on constituera des fichiers d'objectifs, hein, parce que des pays non coopérants, il faudra qu'on assume le fait de dire qu'ils le sont délibérément et pas se réfugier dans l'idée de
nos structures juridiques ne sont pas les mêmes, ils ne nous comprennent pas bien. Oui, enfin, pour être clair, un certain pays, enfin, tout le monde y pense, vous l'avez cité, est le refuge assez récurrent de trafiquants de stupéfiants, d'escrocs. On nous a dit, eh bien, on ne vous comprenait pas, nommez un magistrat de liaison. Magistrat de liaison est nommé. J'attends la suite. Mais à titre personnel, je n'hésiterai pas à dire et à assumer, s'il faut le dire, qu'un certain nombre d'objectifs principaux de la Junalco sont pour le moment réfugiés dans ce pays, et j'attends la suite. Sur l'inclusion de ces données dans Eurostat, c'était assez naturel, et d'ailleurs l'INSEE en a tiré les conséquences, puisque le chiffrage, c'est 3,5 milliards, et c'est une économie effectivement comme une autre, c'est une économie illégale, et elle fait travailler beaucoup de monde. Donc nier la réalité ne serait pas la meilleure manière de la combattre. Donc je pense que cet indicateur, il faut peut-être qu'on l'enrichisse, qu'on appréhende mieux le phénomène, et donc qu'on voit comment, à partir d'un constat, on va mettre en œuvre les politiques de lutte et de remplacement. Parce qu'il faudra bien s'occuper d'un certain nombre de quartiers. Les quartiers nord de Marseille, ils vivent de la drogue. Bon. Et donc, par quoi on le remplace si on a lutté contre ça ? Et puis, dans tout ce qu'on a vu en matière de trafic de drogue, il y a bien un enjeu aussi c'est pour ça que c'est une politique publique globale, de santé. Il faut traiter la problématique de la prévention dans le domaine de la santé. La dépendance est un élément évidemment absolument décisif de la réponse. Sur la deuxième question, moi je reviendrai à mon registre démocratique, politique. C'est intéressant que cette question fasse l'objet de travaux de représentants des plus hautes administrations du pays, de juristes, de magistrats, mais il faut que ça rentre aussi dans le débat démocratique. Qu'est-ce qui est légitime dans notre société, sur quoi on se met d'accord en termes d'économie. Vous parliez d'Eurostat. Quand on parle des ports, la corruption ou le narcotrafic dans les ports, c'est la résultante de choix politiques. Le commerce international, il doit aller vite. Donc si ça va vite, c'est qu'il y a peu de contrôle. Ou plutôt, il n'y a pas de contrôle parce qu'on va vite. Donc c'est aussi une priorité politique. Est-ce que ça nous convient ? Et plus globalement, je pense qu'il faut aussi qu'on réaffermisse certains principes autour, je parle de la consommation de drogue, je ne suis pas répressif exclusivement en disant ça, mais qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas ? Tous ces sujets sont dans une espèce de zone grise. Moi, je suis particulièrement surpris, par exemple, que l'amende forfaitaire délictuelle soit le nec plus ultra pour lutter contre la consommation. Donc on peut payer pour consommer, donc ça veut dire finalement que c'est pas si grave. Je caricature, hein, oui, je vous emmène dans un raisonnement par l'absurde, mais qu'on se mette un peu d'accord sur ces questions-là et qu'on s'interroge collectivement dans un débat démocratique ouvert sur la drogue, sa consommation, où commence la criminalité, où commence le récréatif, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qui est illégal, qu'est-ce qui est illégal mais pas complètement. Voilà, je pense qu'on a un peu travaillé là-dessus. Merci. On touche effectivement de très nombreux sujets assez au-delà de la corruption. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? On peut se prendre encore 1 ou 2 minutes. Et puis, par contre, est-ce qu'il y a un micro qui se... Monsieur, là, peut-être. Voilà, très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Moi, j'ai été magistrat pendant quelques années au parquet et là, je viens de rejoindre la DACG. J'ai 2 questions. La première, c'est que le taux de relax en matière d'atteinte à la probité est assez important, de même que le taux de non-lieu. La DACG participe aussi à un groupe de travail sur la corruption au sein de l'OCDE et il y a d'autres pays qui sont concernés aussi par des taux de relax très importants. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet du jugement des atteintes à la probité ? Et ma deuxième question a plus lien avec l'actualité.
on voit qu'il y a des élections qui ont été, qui peuvent avoir été manipulées par des puissances étrangères. On voit également qu'il y a des journalistes qui sont mis en cause pour relayer un certain nombre de discours dans les médias, également sous l'influence de puissances étrangères. Est-ce qu'il n'y a pas là un phénomène qu'on peut appréhender sous l'angle de la corruption ? Sur la qualification de jugement, je dirais joker. Je veux dire, est-ce qu'il y a un problème de jugement? Il y a un problème de preuve. Le ministère public requiert, il est suivi, il n'est pas suivi. Lui-même, quelquefois, aux audiences abandonne les poursuites. Je crois que, je ne sais pas comment répondre autrement au fait qu'il y a une difficulté probatoire et que l'infraction est complexe et qu'il faut peut-être mieux l'appréhender. Ça, c'est sur tout ce que vous avez évoqué sur les manipulations d'élections depuis l'étranger. Bon, ça relève d'un certain nombre de services de renseignement qui ne sont pas forcément les services judiciaires. Un certain nombre d'autres faits qui ont lieu sur la plaque parisienne sont actuellement l'objet de dossiers au parquet de Paris, vous le savez. Donc, je dirais sur ce que je connais de ces dossiers, nous sommes un peu loin du sujet, pour tout dire, par rapport aux ceux qui étaient et qui ont pu être mis en cause. Après, à partir du moment où vous vivez dans une mondialisation de la chose, je crois qu'il faut plus s'intéresser aux impacts de la cybercriminalité comme moyen que se poser, me semble-t-il, et de ce qu'on fait contre les plateformes, pour dire les choses un peu clairement, que peut-être les moyens de corruption, me semble-t-il. Peut-être un dernier mot très rapide, parce que je voudrais qu'on termine cette session. Mais Patrick Lefebvre. Non, mais c'est simplement pour dire que sur votre deuxième question, il me semble que c'est un enjeu qui doit être traité dans le cadre de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique, et aussi par l'ARCOM. Donc ça ne couvre pas, à mon sens, le sujet. Ce qui peut couvrir le sujet, c'est le rôle en fait des influenceurs et la manière dont ils sont rémunérés. On sait qu'un certain nombre d'influenceurs dans l'élection de Trump ont été grassement rémunérés. Donc la question, c'est si ces influenceurs, en fait, sont rémunérés par une puissance étrangère, alors il y a un sujet de corruption et de pénétration. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut poser le problème. Peut-être juste un point avant de conclure, pour vous dire qu'effectivement, l'AFA a fait un travail de collecte des décisions de justice en matière d'atteinte à la probité, que ce travail va être rendu public la semaine prochaine pour le 9 décembre. Où on va mettre en lumière un certain nombre de décisions de justice et d'analyses qui donnent à voir, mais en fait une toute petite partie du phénomène, puisque comme on l'a vu, on a un certain nombre d'infractions qui sont strictement qualifiées d'un des délits d'atteinte à la probité, mais qu'on a aussi une autre partie qui, elle, est invisible, mais qui est aussi de la corruption. Voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je suis désolée s'il y avait d'autres questions, mais on fait une petite pause café et on se retrouve dans 10 minutes. Merci.